bonjour, je m'appelle Sophie-Anne Leterrier, je suis professeure d'histoire à l'université d'Artois. Alors je ne travaille pas en tant que chercheuse spécifiquement sur l'alimentation, sur le boire et le manger, mais il m'arrive d'enseigner à ce sujet, en particulier dans le cadre du master valorisation du patrimoine dont je suis chargée. Alors, en effet, l'alimentation et la boisson font bien sûr partie de l'identité culturelle et à ce titre peuvent très bien faire l'objet d'une approche culturaliste. Alors, en tant qu'historienne, quand on réfléchit à qu'est-ce que manger, évidemment, on se rend compte que tout ce qui appartient à l'acte de manger est déterminé par le contexte historique, sociologique, géographique aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que manger? Ça veut dire d'abord quels sont les produits à disposition, et ça c'est complètement historique, puisqu'il y a des tas de produits dont nous disposons aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale, qui n'étaient pas disponibles autrefois. Moi je travaille sur le début du 19e siècle, l'alimentation populaire est évidemment beaucoup moins variée à cette époque qu'aujourd'hui. Les gens mangent essentiellement du pain, de la soupe, parfois un petit peu de viande les jours de fête, mais enfin c'est pas du tout la même chose que nous. Donc qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend bien entendu de ça, déjà dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que manger? Ça veut dire aussi quelles sont toutes les pratiques sociales associées à la nourriture. Et là aussi, l'historien apporte un regard qui permet de nuancer les évidences qui nous apparaissent parfois, puisque, par exemple, la nourriture est bien sûr associée à la convivialité, mais pour nous, par exemple, ça veut dire des repas de fête, ça veut dire sortir au restaurant avec des amis, ça veut dire des cérémonies aussi, des sorties exceptionnelles dans des grands restaurants gastronomiques. Et c'est pas du tout sous cette forme que se manifeste la sociabilité du boire et du manger. Là aussi, au 19e siècle, dans les villes ouvrières, c'est plutôt à travers les estaminets, c'est plutôt à travers des associations corporatives. C'est surtout aussi à travers des occasions festives qui ne sont pas les mêmes, qui sont les jours chômés, les fêtes religieuses, les foires éventuellement. Donc l'histoire sur tout ça apporte des éléments de distinction. Et puis le troisième aspect de la question, c'est la signification de l'acte de manger et de boire, évidemment très intéressant pour nous dans les sciences humaines, puisqu'il n'y a pas que la réalité, comment dire, la réalité concrète du boire et du manger, il y a aussi toutes les symboliques associées à ça. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, on pourrait mentionner le très large répertoire de chansons qui font référence à la nourriture. Je pense en particulier à un chansonnier lillois, roubaisien plus exactement, qui s'appelle Bodard Timal et qui a écrit de magnifiques chansons sur la bière, sur les frites, entre autres choses. Donc l'acte de manger est aussi un acte symbolique, c'est aussi un acte identitaire. Alors pour nous aujourd'hui ça veut dire, acte identitaire ça veut dire par exemple manger local ou manger bio, ça veut dire s'engager dans ces pratiques alimentaires. Au 19e siècle c'est plutôt manger dans des lieux et avec des compagnons qui appartiennent au même corps de métier, qui appartiennent aux mêmes familles. Donc là aussi les significations ont pas mal changé. Enfin, ce qu'il en reste, c'est que le boire et le manger, c'est pas du tout des évidences naturalistes, c'est de part en part des objets culturels, et c'est pour ça qu'ils intéressent les historiens.